Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jules Melon n'est pas seul avec la Miss Sawyer, notre CEO. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? J'espère que les gens vont bien, j'espère que tu vas bien. Mais on va parler d'un truc un peu spécial, mais du coup j'ai hâte d'en parler avec toi. Ouais, on va parler d'une série. Alors, c'est pas la première fois qu'on le fait sur la 7e illusion, hein, Fallout, la chute de la maison Usher et j'en passe. Là, c'est un peu spécial parce que techniquement, on va se centrer sur une saison, la deuxième, donc d'une série française que vous connaissez fort bien, qui a marqué une certaine génération il y a un peu plus de 10 ans. Bref. Donc, c'était sur YouTube, à l'époque, Canal+, aussi. Hein. D'abord Canal+, puis YouTube. C'est d'ailleurs disponible, hein, vous pouvez la voir gratuitement sur ce format. Et alors, 12-13 ans après, arrive cette saison 2, sortie de nulle part, annoncée il y a peu, hein, non plus sur Canal+, mais sur Disney+. Ça tombe bien, tiens, les deux chaînes sont un peu en guéguerre en ce moment, là, sur la chronologie des médias. Et Sur les Oscars aussi en évidemment, plus. ouais, voilà, et puis évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Elle est scénarisée, cette série, par Kian Kojandi et Bruno Mucho. Alors, Kian Kojandi étant le personnage principal qui n'a pas de prénom. Il est ainsi surnommé Jeu. Et sur cette nouvelle saison, ça prend encore plus tout son sens. On y reviendra. Et donc, plusieurs années après, on retrouve évidemment beaucoup de personnages, pratiquement tous, hein, qui reviennent, plus ou moins brièvement. On va citer quand même quelques acteurs et actrices fort reconnus, qui certains d'ailleurs ont gagné en popularité depuis. Par exemple, Bérangère Krief, qui joue Marla, qui a été qui était l'ex dans la première saison, qui revient ici en tant qu'ami. Et quelques apparitions ici nouvelles, telles que Jean-Paul Rouve, tiens, par exemple, qui joue un voisin, Laura Felpin, qui va être l'un des personnages principaux féminins, de même que Doria Tillier, une actrice qu'on connaît bien, notamment dans le cinéma de Nicolas Belos, pardon. Je suis étouffé à la diction de ce nom. Ça arrive Et souvent, qui, effectivement, avec ce ouais, nom-là. c'est vrai. Voilà. Elle est là au début, puis bah, il se passera des trucs. Alors, on va pas parler de tous les caméos de youtubeurs ou autres personnalités publiques de l'internet. Bon, Jonathan Cohen, évidemment, est là aussi, parce qu'il était dans la première saison, et qu'il était entre-temps. Orelsan Parce qu'il faut Desgranges savoir, aussi, évidemment. voilà, il faut savoir que Bref, donc n'a pas eu de suite depuis 12-13 ans, là c'est vraiment la première suite, mais il y a eu des spin-offs quelque part bloqués où Sergio Mito était dans le même univers, sans en dire plus. Et c'est marrant parce qu'à un moment, il y a des petits clins d'œil. Mais ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est ce qui est devenu jeu plus de 10 ans après les événements de la première saison. Donc il arrive à la quarantaine, et allez, c'est pas un spoil, mais d'emblée, on voit que sa vie n'évolue pas vraiment, si ce n'est qu'il est amoureux, il est en couple avec une femme, et ils vont très très vite ensemble. Hein. Ils se sont très très vite appréciés, ils se sont mis en coloc, et on sent que ça cache quelque chose. Très vite, évidemment, ça va se casser la gueule, et derrière, Jeu va se retrouver face à lui-même, à la crise de la quarantaine, et se rendre compte que son entourage et lui-même ne sont pas forcément les moins toxiques. C'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est que quand on revoit Bref 1, parce que moi je me suis refait la première saison avant, qui a mal vieilli parfois sur certains points, il y a une terrible continuité avec cette saison 2 et ça prend tout son sens. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais évidemment on évoquera cela et on fera une zone spoiler. Mais d'abord, mon cher Sawyer, quel est ton rapport avec la première saison de Bref? On va commencer par là. Bah, c'est assez marrant parce que du coup, je pense que j'ai pas le même rapport à Bref que beaucoup de gens. C'est-à-dire que je trouve que c'est une très bonne série. Elle est pas forcément de ma génération parce que j'étais trop jeune quand elle est sortie pour le coup pour J'étais vraiment bébé. regarder quand c'est sorti, etc. Oui, vraiment. Mais donc j'ai rattrapé ça à travers les années. Je trouvais ça très sympa. J'avais jamais revu tout dans l'ordre, etc. Donc je me suis refait tout dans l'ordre avant cette saison 2 parce que ça m'intriguait. Et c'est vrai que cette saison 2 on en avait peur quand même hein, parce que il y a un nouveau format d'épisode avec de 30 à 40 minutes, etc. Là où avant, on était sur du format très très court qui allait de 2, 3 minutes grand max. Même s'il y avait des histoires qui se suivaient, il y a des trucs en 3, 4 parties des fois qui se suivent avec des arcs, etc. D'épisodes qui suivaient. On sentait que c'était un peu bizarre. Mais puis en plus, ça a été tourné, il y a eu un tournage secret, ça a été annoncé vraiment 2 semaines avant la sortie, donc c'est vraiment un truc qui arrive un peu en mode surprise. Moi, j'étais beaucoup plus réceptif à la base. En fait, là, avec ce revisionnage, moi, j'ai beaucoup aimé la première saison de Bref. En revanche, j'étais beaucoup plus réceptif avant à Serge Le Mito et à Bloqué, que je sais que toi, t'as pas vu pour le coup. Mais moi, Serge Le Mito, justement, je trouve que c'est là où je vois que Jonathan Cohen est un excellent comédien et vraiment un excellent, même qui arrive à improviser des trucs, mais que je trouve absolument hilarant. Bloqué, je trouve ça très marrant aussi, mais on voit un thème principal évidemment se dessiner sur
qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu racontes de ta vie, etc. Sur le mensonge aussi avec Serge Mito. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à créer en parallèle. Et du coup, ça va aussi se prolonger dans Bref 2, mais j'en dis pas plus. Écoute, qu'est-ce que c'est toi ton rapport à Bref? Bah, bref, moi je l'avais découvert, peut-être pas exactement à la date de sortie, mais avec même un pote, on regardait quelques épisodes. Je sais pas si je l'avais vu dans l'ordre à l'époque, parce que c'est le genre de truc, tu regardes un peu en mode hasardeux et tout. Et là, bon, la revoir dans, on va dire, l'idée chronologique, ça m'a fait me rendre compte de certaines choses. C'est que déjà, bah, oui, il y a des petits trucs un peu problématiques dedans, mais qui vont avec ce personnage qui est lui-même, et il en a conscience, problématique sur certaines choses, notamment son rapport aux femmes, hein, parce qu'on le voit quand même, hein, il y a des petites blagues autour, le personnage de Kairon sur lequel on va rien dire là, parce que ça serait un spoil de la première saison, mais qui a une révélation vers la fin, un petit peu relou, un peu lourdingue, mais c'est surtout qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui a un petit peu grandi en restant ado dans sa tête et qui n'a jamais vraiment pu prendre sa vie en main. Et c'est ça, hein, la saison 1 de Bref, au final, elle ne se termine pas si bien que ça, en soi. Elle ne règle pas tout. Et en finissant la première saison, je me suis dit, mais ouais, il y avait la place pour une suite. Parce qu'il y a une non-fin hein, sur la première saison de Bref. Ça se sent. C'est-à-dire que, voilà, il arrive là, mais bon, après, il renvoie la balle un peu à tout le monde dans sa tête a une voix, ok. Et c'est un peu le message de Bref, c'est que il ne faut peut-être pas trop écouter la voix dans sa tête, ni forcément écouter les gens qui sont autour de nous sans se poser des questions, sans savoir parfois d'où viennent peut-être des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut prendre sa vie en main et parfois se faire violence soi-même. Et donc, c'est vrai que comme toi, hein, j'étais un peu réticent à l'idée qu'il y ait une suite à la base avant de revoir la saison 1 sur le changement de format. Mais autant le dire, et on va faire la transition après sur la saison 2, il est parfaitement adapté, le changement de format. C'est-à-dire que tant mieux, on n'a plus ces épisodes trop courts, parce que là, ça nous permet évidemment un développement, et dans un même épisode, vous allez avoir une évolution, et à travers chaque épisode, il y aura une évolution. Donc, finalement, en revoyant la saison 1, on se dit, oui, pourquoi pas, saison 2, et du coup, arrive la saison 2. Et là, bah, je te pose la question, qu'as-tu ressenti et comment tu te sens après le visionnage de ces 6 épisodes, donc de 30-40 minutes? Parce que je pense que pour beaucoup, on a été quand même marqué ici par ce Bref 2. Bah, tu veux savoir un truc, je pense que c'est, pour l'instant, je crois que j'ai vu 9 à 10 films de 2025 cette année. Je crois que c'est le meilleur truc que j'ai vu cette année pour l'instant. C'est assez terrible, en tout cas, c'est le truc que j'ai le mieux noté. Ouais, pour moi, c'est un gros coup de cœur, c'est extrêmement bien réussi. Et je trouve que ça reprend plein d'éléments de la première saison, en fait, notamment sur son montage, sur ses idées, enfin, la manière de matérialiser des pensées, des trucs, etc., des craintes d'une manière assez ingénieuse, mais tu sens qu'il y a beaucoup plus de budget aussi. Et disons que ça arrive mieux à développer les personnages et à te créer des personnages, c'est-à-dire que chaque personnage va avoir un gimmick. C'est-à-dire que par exemple le personnage du principal, son gimmick justement, ça va être de parler hyper rapidement, etc. Mais on va se créer d'autres gimmicks autour de d'autres personnages. C'est-à-dire que on va avoir cette idée du mal accompagnax dont on parlera. Il y a l'idée de Jean-Paul Rouve avec ses lettres, etc. On reviendra sur ce personnage-là parce que pour moi le personnage de Jean-Paul Rouve, c'est ce qui m'a fait comprendre qu'on allait vraiment avoir une série de malades en fait. C'est-à-dire que je trouve que le truc commence très bien, mais quand on a l'arrivée de ce personnage-là, j'ai compris vraiment le potentiel qu'avait cette série-là. Elle m'a pas déçu par la suite. Honnêtement, honnêtement, ce personnage, sans en dire plus pour l'instant, c'est ce que pourrait devenir le personnage de jeu des années après s'il se bouge pas les fesses. Voilà, tout simplement. Oui, et il réalise qu'il est assez, similaire à lui en fait dans ses histoires et dans ses trucs, dans sa manière de raconter aussi. Tu le vois. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus. Il croit qu'il s'appelle comme lui, Jean-Jacques, parce que histoire de. Oui, bah oui, on en parlera en spoiler, ça. Ouais. mais oui, effectivement, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Et je trouve que le personnage de Jean-Paul Rouve est d'une poésie assez incroyable. Et justement, c'est pour moi, il introduit tout ce truc-là. Qu'est-ce que c'est reprendre sa vie en main? Qu'est-ce que c'est quoi faire de sa vie? Lâcher des gens, peut-être peut-être que on ne se reconnaît plus en eux, alors que tu vois, ils ont été notre ami toute leur vie ou quoi, justement, et se découvrir soi-même. Et la manière dont il a, malgré le fait que ce soit un truc aussi sur la crise de la quarantaine, etc., la manière dont il a de parler de tout le monde, en fait, parce que je trouve que tout le monde peut se reconnaître dans certains trucs, dans certains tocs, etc. Moi, il parle d'un truc à un moment donné de la serrure, de fermer la porte à clé, etc. Dans lequel que je trouve absolument hilarant. Et je trouve que la manière d'en parler, la manière de le faire est ultra bien réussie. Même sur les caméos, moi j'avais peur qu'on ait beaucoup de caméos, etc. Les personnages sont bien utilisés, etc. J'en ai 2-3 que j'aimerais saluer pour le coup parce que il y en a vraiment qui sont très très bien. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé de saison 2 de Bref?
En fait, c'est le contrepoint de la première saison. Voilà, comme je le disais un peu avant, et c'était l'évolution nécessaire. C'est-à-dire que, bref, c'est l'histoire d'un mec, qui a un monde qui tourne autour de lui. C'est égocentré, quoi. C'est clairement ça. Hein. Et on le voit beaucoup dans la saison 1. Même s'il y a des petites apartés intéressantes, on commence un moment à avoir le point de vue de la fille qu'il aime, par exemple, qui revient ici, hein, jouée par Alice David, mais dans un autre contexte, parce que elle a fait sa vie, sans en dire plus. Et là, en fait, il y a un retournement, c'est que on commence en mode égocentré, machin truc, et puis alors petit à petit, on avance et on se rend compte que autour de lui, ces petits satellites là qui gravitent sont autant de personnes très importantes qu'il arrive enfin à prendre en considération ou à voir le vrai visage. Donc on retrouve les mêmes personnages plus ou moins problématiques ou plus ou moins sympathiques selon de la première saison. Par exemple, le meilleur pote, son ancien coloc, hein, d'abord à la base, son ancien coloc Baptiste qui lui a changé de vie, son meilleur pote Ben qui stagne avec lui, hein, sans en dire plus. Il y a le frère Keivan, qui est d'ailleurs le vrai frère de Kian Kojandi dans la vraie vie, donc ça c'est très intéressant. Le père et la mère, très 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 intense hein, ce qui se passe autour de cela, et tous les gens autour. Plus, donc Marla, l'ex, est devenue amie depuis, et les nouveaux qui débarquent, comme Billy, donc la coloc, la nouvelle coloc à un moment de jeu, qui était l'ex de Ben. Il y a tout un truc qui va se construire et on se rend compte, enfin lui, il se rendra compte, donc que parfois, s'il est bloqué, c'est marrant ça, bloqué, hein, amusant, ou qu'il vit dans sa vie de mytho aussi un peu, parce qu'il refuse de voir la vérité en face, finalement Serge le mytho est bloqué dans le même univers, c'est peut-être pas un hasard, eh ben, s'il commence à regarder autour de lui, voir les vrais visages et se rendre compte du mal qu'il peut faire, eh ben, ça change tout. Et c'est vrai que tu l'as dit, beaucoup de gens sur Twitter d'ailleurs parlaient de leçon de vie. Tout. Pourquoi pas? Il y a une forme de psychanalyse, leçon de vie. En plus, j'ai l'âge vraiment du personnage. À 2-3 ans près, j'ai l'âge du personnage. Et c'est vrai qu'à un moment, quand on arrive à certaines étapes de notre existence, on peut se rendre compte que certaines personnes qui sont là, entre guillemets, depuis toujours ne sont plus les bonnes personnes ou n'ont pas été les bonnes personnes, et que certaines personnes que tu, on va dire, pas méprises, mais que tu mets de côté et tout, s'avèrent peut-être être de meilleures personnes et des gens que tu dois prendre mieux en considération. Et en fait, c'est une série bêtement qui parle de quelqu'un qui doit apprendre à être meilleur avant de vraiment sombrer dans ce qui pourrait faire de lui le sombre connard ultime, quoi. Il est vraiment à la lisière, quoi, au moins dans les premiers épisodes, de vraiment devenir le connard, quoi. Déjà dans la saison 1, en soi, il finissait pas forcément en tant que hyper-héros, hein. Il n'avait pas hyper avancé, je trouve. Et ben là, on lui fait avoir ce parcours, un parcours d'anti-héros d'ailleurs, qui va ouvrir les yeux. Et évidemment, ce qui est très important dans cette série, c'est ce qui se passe autour aussi. Et c'est ça que d'ailleurs, qui fait que chaque épisode a son développement, et j'ai envie qu'on rebondisse là-dessus, mais chaque épisode va nous faire passer pratiquement du rire aux larmes. Hein. On peut le dire, c'est diabolique à ce niveau-là, à certains moments. Ah, mais c'est fort, c'est très très fort. 2, notamment voilà, enfin, laisse tomber. le twist de l'épisode de ouais. En fait, il va falloir qu'on fasse une grosse partie spoiler parce que sinon on va devoir parler de beaucoup de choses. Mais rien que sur même le début avec le Malacopagnac, je trouve que on a justement un truc qui peut être drôle au début, qui est montré comme drôle, etc. Puis il y a un truc avec un personnage enfin lui, le héros, qui ouvre une poubelle où on voit beaucoup de boîtes de Malacopagnac. Et là, je trouve que on crée une vraie construction autour du personnage qui a jeté ces boîtes-là, etc. Il y a une vraie caractérisation en fait, et c'est ça aussi, c'est que je trouve que les personnages évoluent pour être plus qu'un gimmick. En fait, c'est-à-dire que tu vois en fait leur autre face, tu vois leur autre aspect, que ce soit les nouveaux ou les anciens, parce que le personnage de Billy il a aussi un vrai développement et il est très important, on en parlera. Mais que ce soit aussi le personnage de Baptiste, qui justement reprend le gimmick du super flippant de la première saison pour en faire un vrai truc intéressant et un vrai truc qui est assez tendre. Et justement, ces personnages-là, ils ont le droit à une vraie évolution, ils ont le droit à une vraie caractérisation, ce qui les démarque d'autres. Et voir que lui, justement, est peut-être un des seuls qui n'a pas vraiment le droit à cette truc haute facette, c'est justement lui qui va apprendre à l'évoluer, à le faire. Et moi, il y a des phrases moi qui me rendent fou, alors qu'elles sont d'une simplicité folle. La phrase sans rentrer dans le détail, la phrase de « je suis le mec du film », moi, elle me rend fou, quoi. Vraiment, enfin, la manière qu'ils ont de l'écrire, d'une simplicité folle, mais en fait, de la signification en fait du truc, je la trouve assez folle. Et je trouve qu'au-delà d'un travail conséquent de montage, en termes d'écriture, c'est phénoménal, quoi. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a aussi une phrase qui revient vers la fin, mais là, c'est pas un spoil encore. On va y arriver bientôt, hein, de toute façon, la zone spoiler. Mais c'est en gros, c'est une question de point de vue aussi.
Voilà. Il y a un moment, il y a un truc écrit sur du bois, là, etc. Si tu retournes, tu vois pas la même chose. Bah, la vie, c'est une question de point de vue. Parfois, on regarde pas ça dans le bon sens. Et quand tu remets en perspective, eh ben, voilà. Et ça, franchement, toi, tu es tout jeune encore, mais ça nous arrive à tous et ça nous arrivera. Voilà, que tu passes à la vingtaine, à la trentaine, à la quarantaine. Il y a des choses où à un moment, tu te dis, bah putain, j'ai fait des conneries ou j'ai pas su voir le truc qui était sous mes yeux. Après, tu peux avoir des regrets ou tu peux te reprendre en main. Après, ça dépend, hein. Mais ça, je pense que c'est propre à tout le monde, quelle que soit la vie qu'on ait, on se rend compte de certaines choses et on évolue. Et c'est pour ça que voilà, tout ce qui se passe autour ici, donc de son ex-coloc, de son ex tout court, de ses ex d'ailleurs, plusieurs ex, de sa coloc, nouveau personnage, du voisin, du père, du frère. Il y a tout un truc là, c'est intense parce que tous les petits personnages qu'on voyait graviter avant et les nouveaux qui apparaissent vont tous avoir leur arc qui vont aider ou pas aider, ça dépend, notre personnage principal. Et c'est-à-dire que parfois même, on s'intéresse plus au personnage entre guillemets secondaire qu'au personnage principal. Je pense que la mise en scène et l'écriture fait que à un moment, on nous sort de l'ego aussi d'un jeu qui d'ailleurs, à partir du moment où il va avoir un psy un peu alcoolique, bizarre, joué par Alexandre Astier, moi ça m'amuse parce qu'Alexandre Astier, il était apparu dans une soirée là, dans la première saison de Brest, c'est peut-être le même personnage. C'est comme, petite parenthèse, le personnage joué par Grégoire Ludig, qui est médecin ici, dans la première saison, c'est un urgentiste, c'est le même. C'est juste qu'il a évolué dans sa carrière. C'est tout. Il s'est installé à son compte. Et des petits détails comme ça. C'est comme Serge le mytho, on comprenait qu'il était mytho dans la première saison, en fait, aussi. Et donc... Bah, puis même quand tu vois, surtout toi, t'as pas vu, et je vais pas le spoiler pour les gens qui veulent la regarder, parce que tout est sur YouTube d'ailleurs, que ce soit la première saison de Bref, la saison de Bloqué et Serge le mytho. Mais quand tu vois l'évolution de Serge le mytho, ce qu'ils en font après, etc., et la conclusion un peu sombre qu'il a, c'est quelque chose qui est assez marquant. Et justement, on en parlera à la fin. Je pense que moi, c'est quelque chose qui me passionne assez en fait dans le discours qu'il veut donner. Et au final, le discours de Serge et le discours de Bref est assez rapproché en soi. Ouais, voilà. Et puis bon, après, pour terminer cette zone non-spoiler, la mise en scène est raccord avec le montage. Alors, il peut y avoir des moments, on va dire, un peu douteux, parce que bon, ils se perdent un peu dans les moyens, mais on y reviendra plus en détail dans la zone spoiler. Il y a une scène de science-fiction, sans en dire plus, enfin, d'imagination et tout. On est à deux doigts du Zack Snyder et j'étais pas trop fan. Après, dans l'allégorie, la métaphore, ça passe. Mais il y a des moments où tu sens que le trop est l'ennemi du bien à certains instants. Il y a des petits moments comme ça. Mais il y a d'autres instants aussi où on va passer dans des univers pour allégoriquement nous faire comprendre des choses où c'est super bien pensé. Et je parle même pas que des flashbacks. Évidemment, on a encore des flashbacks où on voit jeu qui est ado, jeu qui est enfant, etc. pour nous faire comprendre des trucs. C'est intéressant parce qu'on n'a pas les mêmes périodes. C'est-à-dire que là, le jeu, il doit avoir 13-14 ans, alors que dans les flashbacks de la première saison, il doit avoir 16 ans. C'est intéressant parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas reprendre les mêmes acteurs, donc ils jouent sur cette idée. Mais aussi pour voir que parfois, peut-être, les causes sont assez antérieures à certains comportements qu'on peut avoir à l'avenir. Mais je pense que là, on peut rentrer, à moins que tu aies autre chose à rajouter, on peut rentrer dans la zone spoiler. On va pas parler de la BO qui est très électro, mais comme dans le premier, hein, c'est très Ouais, non, intéressant. surtout qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire, Ouais. même en spoiler sur beaucoup de personnages, donc je te propose qu'on rentre directement en spoiler. De toute façon, les gens ont Alors, compris, on a beaucoup aimé cette saison-là, on vous la conseille. oui, oui. Donc spoiler. Alors on commence par quoi? On commence la première saison, pardon, le premier épisode. Donc il est avec une meuf problématique, soi-disant. Enfin bon, problématique. C'est jeu qui est problématique. D'ailleurs, on a vu des débats sur Twitter qui disaient que le premier épisode était miso. La première saison pouvait être considérée un peu comme sexiste et tout. Alors ça, c'est un point intéressant. C'est vrai que quand on voit la première saison, à un certain moment, on grince des dents. Faut l'avouer. Le premier épisode, j'étais là en me disant, ouais, mais attendez d'arriver au bout pour voir le retournement, parce qu'il y a un retournement derrière et on comprend certaines choses. Donc, d'ailleurs, le personnage avec qui il est en colloque au début, elle est nommée Elle. Elle non plus n'a pas de prénom. On déshumanise des gens qui pensent qu'à eux, quoi, hein, pour faire simple. Doria Tillier et tout, c'est trop speed et tout, et à un moment, ça se casse la gueule. Bon, on apprendra qu'elle est cocaïnomane. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il Puis il y a déjà la métaphore de la voiture qui se crée dès la première seconde de la série, quoi. Ça, c'est le fil rouge. C'est-à-dire que les relations, c'est comme une voiture et on fait la route ensemble. Il vaut mieux avoir une voiture raccord. Parce que si on n'a pas la même, ça se casse la gueule. C'est un petit peu l'idée. Et donc, dès le début, on voit qu'il ne s'est pas rendu compte
de quelque chose qu'il avait sous les yeux. Et on revient au Malacompagnax, là. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire de cette série, c'est qu'il se rend compte, enfin, une fois qu'il enlève ses œillères, que les gens autour de lui n'ont pas été forcément bien pour lui. Donc, il y a elle, la rupture, il y a son meilleur ami Ben et son père. Voilà. C'est surtout ces deux personnages-là où il va se rendre compte que cette construction qu'il a eue enfant avec le père et adolescent avec son meilleur ami Ben, on peut rajouter le frère aussi, mais là il y a un double twist autour du frère qui considère mal, mais en fait tout vient du père, hein, comme le dit le personnage d'Alexandre Astier, le psy, c'est toujours la faute des parents. Voilà, j'essaie d'imiter Alexandre Astier, excusez-moi, mais voilà. Donc en fait, on se rend compte que si c'est un sombre connard, quelque part parfois, il faut aller aux origines du mal, hein, et ça, c'est une sorte de psychanalyse. Et en fait, la série, elle est touchante là-dessus parce que, oui, il y a des gens qui sont des connards, ok. Et on s'en rend compte autour de nous, hein, des fois, on n'a pas besoin de regarder de fiction. Mais quand on connaît les origines et tout, et quand à un moment, ils arrivent à se réveiller au bon moment avant de vraiment sombrer dans l'irrécupérable, ça en devient touchant. Je sais pas si ça, là-dessus, ça t'a beaucoup marqué, parce que toi, tu es tout jeune encore, mais tu as déjà évolué et tu as vu des gens autour de toi évoluer aussi, donc ça a dû tirer Bah quelques... oui, surtout qu'on en parle souvent tous ensemble, etc. Ouais. en privé. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui nous touchent sur aussi, je trouve, l'évolution, même les relations aussi, faut le dire. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau des relations qui sont développées dans la série, que ce soit les relations amoureuses, même amicales aussi, sur les amis que tu laisses, les amis justement avec qui tu reprends contact. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et même tout ce truc-là autour du personnage d'Alice David, dont on n'a pas encore parlé, mais le fait que justement le personnage, dans une scène que je trouve au début très drôle hein, d'ailleurs, mais qui justement vire vers la tragédie ou le dramatique dans l'épisode 5, il me semble, justement sur cette espèce d'étrange banalité, je crois que c'est ça le titre du film. Donc c'est-à-dire que le personnage d'Alice David, Mortelle donc, banalité. Mortelle ouais, banalité. voilà, c'est ça. Mortelle banalité. Donc le personnage, justement, pour aussi montrer qu'il est aussi comme tout le monde, malgré le fait que justement il se croit aussi spécial, il y a aussi tout ce truc-là. Et en fait, le truc aussi, c'est que justement ce personnage-là, donc Alice David, qui a fait un film sur sa rupture avec Kojandi, etc. Moi, je trouve ça assez drôle. Et au final, ça vire au drame avec justement cette scène d'eau qui arrive, qui envahit tout l'espace, etc. De personnages qui se noient, etc. Je trouve ça d'une beauté même visuelle en fait assez folle. Mais voilà, tu vois le raccord avec le grand bain, la piscine, hein, qui revient, le grand saut dans le grand bain aussi. Bien sûr, ouais, bah oui, en plus avec le grand saut, bah d'ailleurs on en parlera, mais moi je trouve que justement tous ces personnages-là sont intéressants et même moi ce qui m'a le plus touché justement dans la série, c'est le fait de plus rien avancer, de plus rien faire, en fait d'être bloqué dans un truc, d'être bloqué et d'être figé dans le temps. Et celui qui le représente le mieux, c'est le personnage de Jean-Jacques, donc qui est joué par Jean-Paul Rouve, qui pour la faire bref s'est fait larguer par sa femme ou sa copine, on sait pas vraiment, le jour de la victoire des Bleus en 98. Et il y a cette phrase qui, moi, me reste en tête, mais qui est complètement folle, qui est « Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes, il s'est assis 20 ans ». Voilà. Et donc, on le voit, en fait, assis avec « Je survivrai » derrière, justement, et justement, le maillot de son t-shirt qui bouge comme ça avec les années. Et je trouve que cette idée, même qui est accompagnée de l'idée d'avoir des lettres comme ça qui volent autour de lui, je trouve que c'est d'une poésie folle, en fait. C'est d'une manière de le raconter qui est toute en simplicité. Et j'ai pas envie de taper sur Kaamelott ou quoi, tu vois, mais même justement la manière de se mettre en scène et la manière de mettre en avant son histoire est beaucoup moins égocentrique, beaucoup moins poseur que celle de Kaamelott. Et justement, moi, je trouve que c'est une bien plus grande série, du coup, en comparaison, tu vois, en termes de série française et d'ambition. Après, c'est pas du tout la même approche. Kaamelott, Évidemment, c'est évidemment. une quête et tout. Il y a tout un délire de mythologie derrière. Là, c'est vraiment psychologique à fond. Mais là, le personnage de Jean-Jacques, il a cette idée, donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'il pourrait être le reflet de jeu si je ne se bouge pas les fesses. Et à un moment. D'ailleurs, il y a un lien avec la mère vers la fin. On essaye de plus ou moins nous faire comprendre un truc sur la conclusion. Oui, à la fin, on va comprendre que Jean-Jacques et la mère de jeu vont être ensemble. Alors, ça, évidemment, on parlera en conclusion, mais bon, je suis persuadé qu'il y aura une suite à Bref 2. Alors, moi aussi. on verra, on en parlera après. Mais, parce que si ça fonctionne, et là, tout le monde est dithyrambique dessus, bon, voilà. Mais, pour revenir à Jean-Jacques, c'est que c'est un personnage qui va être aidé par jeu. Voilà, c'est-à-dire qu'il va reprendre contact avec quelqu'un, de nouvelles anecdotes à raconter grâce à jeu, etc. Et à la fin, Jean-Jacques va aider jeu, puisque à un moment, il y a une scène où il doit jouer son futur au Shifumi, et que s'il parle en premier, c'est Kata.
Donc, il gagne le Shifumi jeu, il va parler en premier avec le personnage de Billy, sa coloc, on viendra après sur cet arc. Et Jean-Jacques intervient à travers les murs peu épais, et on sait pourquoi, du coup, ils sont peu épais dès la première saison, c'est bien écrit ça. Vas-y, mon Jean-Jacques. C'est délire. Mais Jean-Jacques va crier, dit non, laisse-la parler. Ben voilà. Et c'est sûr que on est quand même plus content de voir Jean-Paul Roux jouer ce personnage-là qu'un énième ersatz de faux cinéma populaire dans les tuches. Ah là là. Toi, tu as subi ça en plus. Donc, J'ai moi, suivi ça. Après, moi, je suis obligé d'avouer qu'il y a certaines vannes qui m'ont fait marrer, mais dans l'ensemble, c'est très raté, oui. Ah, mais bon, à un moment, oui, enfin voilà. Mais donc, l'importance d'un personnage qui va se rendre compte peut-être que si je ne dois pas devenir comme lui, il doit intervenir. C'est-à-dire, c'est l'intervention du destin. Moi, ça va me rappeler une scène, c'est complètement idiot, mais c'est-à-dire qu'à un moment, tu as des forces supérieures qui ne doivent pas intervenir. Et là, la force intérieure, extérieure ici, plutôt la force supérieure, je voulais dire, mais extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui ne doit jamais intervenir, c'est le voisin lambda, intervient. Ça me rappelle une scène dans Les Anges Gardiens, film avec Gérard D et Christian Clavier, où à un moment, il joue des anges et t'as l'ange qui intervient, il n'a pas le droit pour régler la situation. Alors, c'est complètement idiot, la référence. Je me suis dit, j'aime bien cette idée que des fois, dans la fiction, parce que ça, dans la réalité, c'est difficile à imaginer, votre voisin et tout, bon, bah oui, mais c'est de la fiction, ça veut dire que des fois, tu as besoin d'une aide qui vient de nulle part, quoi. Bon, je ne pensais pas que j'allais faire une référence à ce film-là, en bref, mais c'est pas grave. Mais bon, il y a ça, et puis pour en revenir du coup à cette idée, c'est que le jeu, à un moment, il gravite, quoi. Il gravite, il y a cette rupture-là. Donc tu parlais du personnage d'Alice David, Sarah, là, cette fille, entre guillemets, de la première saison qui il y a une rupture, elle en a fait un film où on voit à quel point jeu est un connard, égocentré. Ça, c'est terrible parce que tu as une sorte de métafiction à un moment, voilà. Tu as jeu qui essaye d'avoir d'autres relations, dont une qui paraît être bien, mais en fait pas du tout, avec une fille blonde, là, je sais pas quel est son nom d'ailleurs, je me rappelle même plus, Anna, je crois. Hein. Et après, il va voir que la vérité, tout est là sous ses yeux, c'est-à-dire que c'est sa coloc Billy, donc pour recentrer, l'ex de Ben, son meilleur ami, qui a forcé que elle soit là pour pouvoir toujours la harceler, parce que Ben est un vrai harceleur pervers narcissique toxique. Hein. Le meilleur ami de jeu est en fait son pire ennemi quelque part. Et que, en fait, cette Billy qui est là depuis le début, c'est la vérité, c'est elle, la femme de sa vie. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il joue au Shifumi, le truc, machin, parce que c'est compliqué. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire qu'à un moment, la vérité éclate sous nos yeux, que ce soit avec le personnage de Billy, que ce soit avec le meilleur ami Ben, qui est en fait le vrai beuilloyote, là, dont ils avaient le délire quand ils étaient ados. Ou alors un putain la table là. Et aussi oui, voilà, c'est ça. Et aussi le père. Voilà. Et le frère. C'est-à-dire qu'il a des impressions mais en fait, si on creuse un peu, il va découvrir que tout était évident. Mais encore fallait-il l'accepter et ensuite prendre les choses en main. C'est un peu comme des étapes du deuil. Hein. Faire le deuil de ce qu'il n'est pas. Donc, il y a cette acceptation et après, il faut... parce qu'il a été dans le déni pendant longtemps, quoi, C'est pour ça qu'il devient un connard, en fait. Mais d'ailleurs, en plus, on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, on n'a pas parlé du père, justement, et de cette fin d'épisode 2 qui est mais destructrice, quoi, vraiment. Et je trouve que, justement, je suis pas d'accord avec toi, parce que la manière de filmer, justement, le truc en mode grosse guerre pour sauver le père, etc., avec le cancer, mais c'est moche. Oui, c'est un peu moche, mais ça peut faire cheapos, mais en fait, justement, de faire un gros truc en mode gros dramatique et tout à la fin, et avoir ce truc destructeur du truc du cancer à la fin qui dit non, en fait, c'est pas aujourd'hui, on va y aller, et d'avoir justement la mort du père qui en fait une espèce de conclusion où le père passe avec le camion et tout. Enfin, je trouve ça d'une délicatesse, mais en même temps d'un espèce de truc destructeur absolument fou. Il y a plein de trucs derrière. Bon, d'ailleurs, ce passage SF avec les crabes qui attaquent et tout, c'est comme si Zack Snyder faisait un remake de Starship Troopers. À un moment, j'étais pas bien. Pas que ça donne des idées à ce réalisateur de plus en plus frauduleux. Mais bon, bref, passons. Oui, on balance. Sur la 7ème illusion, on décide de balancer un peu des bails de temps en temps. Écoutez la fin de notre du duo qui est devenu trio sur deux brutalistes. Vous n'êtes pas prêts. Toi non plus, t'es pas prêt. Mais pour en revenir à cette idée-là, donc déjà à la fin de l'épisode 2, donc je se rend compte que le père est toxique, a été toxique avec lui. C'est vraiment le père qui voulait faire le mascu absolu de son fils
et qui compare toujours au grand frère qui est toujours mieux. Donc ça, il n'y a rien de pire. Hein. Il n'y a rien de pire. Et au moment où on se rend compte de tout ça, il veut lui parler, mais on se rend compte que le père est mort. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'ellipse. On voit que le temps n'est pas forcément très linéaire hein, dans cette saison. Dans cette saison. Et à un moment, on voit qu'il est préoccupé et tout. Et à un moment où il décide de parler au père, c'est trop tard, il est mort. Donc tu comprends qu'il y a eu un truc. Et là, j'étais pas bien parce que moi, j'ai connu ça déjà. Donc bon, ça c'est une chose. Et le fait de ne pas avoir su dire certaines choses à quelqu'un après s'en rendre compte et c'est trop tard, ça m'a rappelé des trucs aussi. C'est-à-dire que tu as envie de dire des choses à des gens, bonnes ou pas hein, d'ailleurs, et à un moment c'est trop tard. Pour des raisons. Et là, il n'y a rien de pire. Et donc à la fin de la saison 2, j'étais un peu terrassé quand même. Hein. Autant dire. Et après, il y a tout cet arc, c'est-à-dire la préparation de la mort du père, où on se rend compte que même certaines personnes ne sont que des façades. Il y a un personnage très secondaire, l'oncle beauf là, de jeu. On se rend compte que avec le magnifique moment, l'école des oncles, voilà, là, une sorte de Harry Potter des oncles. Il y a une scène clairement là pour détendre l'atmosphère, etc. Mais qui marche très bien pour le coup. Ça, c'est génial, c'est un pur sketch. Mais on voit que l'oncle, oui, il est beauf et tout, mais en fait, derrière, il va quand même aller pleurer aux toilettes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aux toilettes des fois ? On va pleurer. On refuse de montrer son vrai visage aux gens. Et là, rien que ça, c'est un exemple. Je aussi refuse de montrer qui il est vraiment aux gens. Et on est tous comme ça. Est-ce que nous, on va aller pleurer devant les gens et tout ? Non. On a une sorte de fausse pudeur, tous et toutes, qui fait que des fois, on renferme tout en nous et ça nous rend plus aigris, plus agressifs. Et c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Il y a aussi cette réflexion-là. Alors, je ne sais pas si tu as été touché par tout ça, toi. Le décès du père, se rendre compte de certaines choses. Effectivement, je suis plus jeune, donc ça, peut-être que ça t'a plus touché toi, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra fort en fait émotionnellement, et même laisser partir des gens en fait dans sa vie, même globalement en fait, ce que raconte la série, c'est aussi ça. Et moi, je trouve que le changement en fait entre ça est complètement fou. Même le truc sur l'oncle, je trouve ça ultra marquant et je trouve ça vraiment beau. Et en fait, moi, je trouve que la force de la série et que le rythme est tellement marqué avec un truc très speed, etc., que vu que le truc enchaîne les vannes, quand justement tu as cette espèce de construction qui monte, etc., avec tous les exemples du fois où il était heurté par le père, etc., pour justement avant nous avoir fait un parallèle sur Baptiste pendant 10 minutes, parce que c'est pareil, ça, tu comprends pas trop où il veut en venir, pour justement arriver à ce truc-là avec la piscine, etc. Moi, je trouve que ça m'a terrassé, quoi, vraiment. Et cette fin d'épisode-là, j'ai fait waouh, enfin, il fait exprès, quoi, mais. Magnifique exemple d'évolution. Baptiste, c'était vraiment le coloc qui buvait du lait périmé, etc., super flippant et tout, qui a réussi, grâce à la rencontre qu'il fallait, à devenir le super papa. Limite, tu vois qu'il en fait un peu trop, d'ailleurs, mais c'est amusant. Moi, ça m'amuse aussi, tu vois. C'est-à-dire que il compense de ce qu'il a été avant. Mais Baptiste est devenu la bonne personne qu'il devait être, c'est-à-dire un père aimant, et le couple est super bien, etc. Et du coup, voilà, à côté, tu as le père qui a jamais pu être vraiment le super papa, c'est-à-dire le père de jeu. Et ça, c'est vraiment violent. Et oui, toute cette idée du grand bain et tout. Vas-y, fais pas ton bébé. Avec l'acteur qui ressemble énormément à Alain Delon jeune. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, le père jeune. L'acteur du père jeune, peut-être un peu, oui. C'est peut-être une référence à Plein Soleil. Ouais, mais enfin bref, mais en fait, comment dire, en fait, je trouve que la manière justement de parler de ça et justement de la perte est assez folle, et justement la transition après, avec les relations se construire, etc., se reconstruire après un deuil, et justement réaliser tous ces problèmes qu'en fait, les problèmes avec lesquels on s'est construit, en fait. Et moi, je trouve que l'épisode 5 sur la dépression, parce qu'ils le disent pas exactement, mais c'est ça, hein, soyons très honnêtes, quand il veut aller se coucher, qu'il y a une espèce de lit qui fait à peu près 10 mètres de long, que tu as justement Billy qui veut lui parler, mais qui a genre 15 mètres aussi, avec le canapé, etc. Je trouve ça vraiment touchant, quoi, et je trouve ça terrible, en fait, la manière dont le truc avec le mec du film, justement, toute cette métaphore du mec du film, et justement, il arrive justement à faire comment est-ce qu'on transforme une situation, pas seulement passer des rires aux larmes, mais une situation qui au début était drôle pour nous, à passer d'un truc vraiment terrible et vraiment dramatique. C'est-à-dire que, je pense que ça sera notre dernier point, mais c'est déjà hinté dès le début de la série, avec la fin de l'épisode 1, où c'est Mal accompagné X 3000 existe aussi en amitié. Et c'est le moment où il va aller voir Ben. Donc en fait, c'est un callback. Enfin, la manière de le hinter est vraiment très maligne en fait, et se transforme en un truc vraiment terrible en fait. Enfin,
le pire, c'est que le personnage de Ben, tu vois, c'est la fausse idole, hein, quand il l'a rencontré ado, il réussissait tout, c'était le gars cool et tout, etc. Mais en fait, Ben, c'est quelqu'un qui n'a jamais su évoluer, déjà, et qui a tellement été encensé aussi dans sa persona, dans sa, on va dire, dans cette fausse gloire que les autres lui rejetaient, qu'il en est devenu purement égocentrique. Et Ben, c'est le personnage qui ne s'est jamais remis en question, qui a entraîné dans sa chute un peu jeu. Et ce qui est terrible, mais réaliste dans cette série, c'est que le personnage de Ben est l'immonde connard qui, lui, ne sortira jamais de ça. C'est-à-dire qu'on le voit à la fin, il est tout seul et il restera ce connard. Lui, on va dire qu'il a passé le point de non-retour. Parce que beaucoup, peut-être, de séries ou autres films du genre auraient fait une ultime rédemption, tu vois. Moi, j'avais peur d'une scène à la fin en mode Ben, il arrive pour la naissance, en mode je m'excuse avec, tu sais, un cadeau et tout. Non, il finit tout seul, le gars de Ben. Voilà. Et d'ailleurs, il montre pas la naissance, en plus. Non, voilà, c'est vrai qu'à l'histoire de la naissance, à un moment, on a 3 ou 4 épisodes avant. Alors, c'est qui? On a Billy aussi, ouais. Avec Freddy Gladieux qui fait le personnage du spoiler, que je trouve assez drôle d'ailleurs aussi. C'est qui sous le personnage de BoJack Horseman, pardon, qui a la tête de cheval? Pensez à ça aussi, parce que c'est un peu l'idée. Et oui, tu sais très vite que ça va être Billy de toute façon. Enfin, si tu regardes la série, il n'y a pas de spoil. Enfin, là, on est dans la zone spoiler, on s'en fiche de toute façon, mais tu le sais. Et c'est vrai que c'est là d'ailleurs où il y a cette magnifique réplique, c'est une question de point de vue, c'est qu'il va avoir un enfant là où son père est mort. Et là où il est né. Bah oui, bien sûr. Et là où il est né, là où son père est mort, et là où sa fille, ou son fils, sa fille, je crois, hein, il me semble. Je crois que c'est sa fille, ouais. Je crois sa fille va naître. Voilà. Tout est une question de point de vue et de perspective. C'est-à-dire qu'un même endroit peut, par exemple, avoir des aspects dramatiques ou, au contraire, magnifiques. C'est cette idée-là. Bah, c'est quelque chose qui est vraiment beau et c'est quelque chose qui est créé. Et moi, je trouve que justement, le personnage de Billy est une grande réussite. Tu le vois vraiment, la construction qu'elle a, en fait. Je trouve que justement, elle commence comme une vanne. Tu vas te dire, voilà, ça va être vraiment le personnage cliché qu'on aurait pu avoir dans Bref 1. Tu vois, si dans Bref 1, Billy aurait existé, elle aurait été un personnage un peu cliché ou quoi. Et là, justement, la manière dont il la transforme et dont il l'a fait, il en fait un vrai personnage intéressant. C'est Marla, ouais, c'est ça. Mais puis Marla, justement, je trouve que Marla a une vraie évolution et vraiment intéressante, en fait. C'est-à-dire que on n'abuse pas sur le fan service, on les fait pas non plus revenir, etc. Moi, j'avais peur à un moment donné de ça. Marla est ouais, voilà. Avec Magla, en plus, donc une streameuse qui est assez connue. Mais ouais, mais justement, moi, je trouve que justement, même le personnage de Marla est assez touchant, en fait, dans le peu de scènes qu'elle a. Enfin, je trouve vraiment ça assez beau. Et les personnages sont vraiment, justement, je trouve que ça capitalise pas sur le fan service. Mais oui, le frère aussi, enfin avec le siège de devant, etc. Moi, on n'a pas parlé du frère, mais il y a un magnifique. On n'a pas parlé du frère. Parce que le frère, donc c'est le grand frère, et il a été rendu indirectement toxique par le père, qui a fait de lui le grand frère et l'exemple, le fameux siège avant de la voiture. Du jour où le père l'a mis sur le siège avant, il s'est obligé à être le grand frère, et donc lui-même s'est rendu compte qu'il a merdé. C'est-à-dire que le grand frère, c'est-à-dire qu'au moment où je se rend compte qu'il a merdé ou qu'il a des traumatismes, t'as le grand frère qui lui aussi avoue qu'il a merdé. Et là, on voit où il se balade dans les souvenirs, là, très fort. C'est-à-dire, on va à l'origine de ces traumas, de tiens, j'en veux à mon frère parce qu'à un moment, il met son poing dans la gueule. C'est vrai que le frère, il est un peu celui qui veut à tout prix se faire mousser en aidant le petit frère. Il y a une limite là-dessus. Il y a une scène, à un moment, on les voit à table, c'est une reprise des Visiteurs, hein, avec mon Jacouille. Tiens, prends ces pommes de terre. Moi, je pensais à ça. Je pense qu'il y a une vraie référence, d'ailleurs. C'est un peu Jacouille. C'est Jacouille, de toute façon. Voilà. Et du coup, le frère se rend compte qu'il a merdé malgré lui parce qu'il a été éduqué par un père toxique qui a fait de lui le mal alpha, quoi. L'héritier, tu vois. C'est terrible, ça. Il n'y a rien de pire dans une famille où tu as un père un peu mascu et tout qui a 2 fils. Le plus jeune, on prend plein la gueule. C'est naturel, ça. Ouais, Et là, tu as une double rédemption à la fin. Dire que finalement, je va se rendre compte de certaines choses, mais le grand frère va aussi se rendre compte de certaines choses, et les deux évoluent et avancent ensemble. Ils redeviennent une vraie fratrie, pour le coup. Pourtant, tout réussit au frère. Hein. Voilà, il est en couple avec Carlito, d'ailleurs. Carlito, voilà. Les caméos de youtubeurs sont assez marrants. D'ailleurs, on n'a même pas parlé du passage des canards boiteux aussi avec Seb et Dulcie. Qui est quand même quand tu connais justement l'histoire des casseurs flotteurs et tout, c'est vraiment quelque chose qui est assez drôle en termes de référence. Mais de toute façon, très sincèrement, il y a beaucoup de refs quand t'es fan de Bloqué. Ah, même le glacier. Le glacier. Bah oui.
Puis, pour 20 euros puis on quelque chose voit, par Bistrovi, ouais, puis on voit Kéron Alors sur ça, c'est important. sur la fin de l'épisode 1 C'est aussi, quand il important. refuse justement, Kéron Tu qui sais lui que c'est crache dessus quand, c'est hyper quand il important, refuse. Kéron. Parce que Ouais, bah oui. pendant toute la série, je me dis, mais tiens, il n'y a pas Kéron. Kéron, c'est l'ami imaginaire, hein, c'est la révélation de la saison 1. C'est l'ami imaginaire, l'ami toxique imaginaire. Enfin, voilà, on voit. Et Kéron, il n'est pas là. Il est là, et à un moment, il lui crache dessus, parce que, bah oui, Kéron, il n'a plus besoin d'amis imaginaires maintenant qu'il s'est pris en main. À un moment, je suis en train de me Ouais, dire, mais est-ce qu'il puis s'est pris la même il tête y a avec des Kéron? refs. Du tout. Ouais, mais en fait, même il y a des refs un peu plus obscurs, mais qui sont assez drôles, même justement quand on commence à développer le personnage de Billy, qui sont tous les deux sur le canapé, et que t'as Billy qui lui dit, tu ferais quoi si t'étais riche, mais genre vraiment vraiment riche. Bah, c'est le premier épisode de Bloqué, globalement. En fait, c'est ça, c'est la première question que pose Orelsan à Gringe justement dans le tout premier épisode de Bloqué. Donc avec le même cadre et le même truc, donc c'est assez marrant. Évidemment, il y a le retour du personnage de Serge le Mito, mais il y a aussi beaucoup de choses qui reviennent. On voit jamais aussi courir dans le fond Ouais, quand il y a le camion qui passe avec la mort du père. Enfin, en très fait, c'est assez important, c'est un balèze parce que détail, ça. C'est vrai que ouais, le c'est un personnage détail. de jamais, il est là au fond. D'ailleurs, ça rappellera évidemment peut-être l'épisode le plus touchant de la saison 1 avec la vieille dame. Hein. Voilà. Bref, je Oui, suis c'est vieille. ça, ouais. Je suis Quelque vieille, ouais, chose, bien si tu sûr. le revois à 70 ou 80 ans, à mon avis, tu passes une Oui, très oui, mauvaise oui. journée, une très mauvaise nuit derrière. Mais bon. Oui, oui, vraiment. Mais moi, je trouve que justement, je trouve que le film, la série ne joue pas justement sur le fan service, mais en fait quand même un tout petit peu. Mais je trouve que c'est jamais lourdeau, et je C'est trouve que logique. même quelqu'un qui n'a pas vu Bref 1 et qui a les bases, etc., n'a pas forcément besoin de voir la saison 1, même si Non, ça c'est aide. logique. Le fan Et ouais, service c'est est assez logique. retourné des fois, justement, pour la découverte de soi. Il est retourné, le fan service, parfois. C'est ça qui est Ouais, important. Et mais on n'a c'est même vraiment pas parlé balèze. d'un truc. C'est qu'à la fin, bon, il est en couple et tout, mais il a aussi le boulot de ses rêves avec les jouets. Et Oui, t'as d'ailleurs, dans un super quelque magasin, chose à d'ailleurs. dire. T'as quelque chose à dire sur Bah cet ouais. endroit. Il existe en vrai, cet endroit. Il existe en vrai et c'est un super magasin parce que je collectionne certaines figurines de collection, etc. Enfin, des figurines ou quoi, que ce soit des figurines rétro, des figurines nouvelles ou quoi. C'est le magasin Luluberlu à Paris, donc voilà. Je sais plus dans quel arrondissement c'est, mais vous tapez Luluberlu sur Paris. C'est un super magasin de figurines, etc. pour tous les gens qui aiment un peu ça, qui sont un peu dans ce délire-là. Et moi, c'est un magasin que j'aime beaucoup parce que déjà c'est un beau magasin, vraiment, je trouve visuellement. Et d'ailleurs, il a eu l'autorisation de tourner à l'intérieur et tout parce que c'est le vrai intérieur du magasin. Hein. Et je trouve que c'est un très beau magasin. Donc franchement, s'il y a des gens qui sont sur Paris, n'hésitez pas à y aller. Et je vais faire une autre petite promo pour quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que il y a beaucoup de caméos moi qui m'ont fait beaucoup rire, que ce soit Thomas VDB aussi qui est le Oui, recruteur, etc. Moi, ça m'a fait clin beaucoup d'œil. rire. Clin Mais d'œil. moi, ma scène préférée, parce que c'est avec un des humoristes français que j'aime le plus, c'est avec Monsieur Fraise, Ah oui, justement, qui est justement donc l'homme qui ne finit pas ses phrases. Et justement, lui, tu sens que c'est écrit pour lui, parce qu'avec un rythme qui est aussi rapide que bref, etc., lui vient casser tout, en fait, il vient tout niquer, en fait, avec son rythme super lent, qui joue sur le malaise, la gêne, le fait que ce soit trop long, etc. C'est un mec que j'ai eu l'occasion de voir 2 fois en spectacle, avec ces 2 spectacles, donc c'était Monsieur Fraise et Madame Fraise, justement, les 2 spectacles, où il jouait justement la femme de Monsieur Fraise, etc. dans le deuxième. Et ces 2 spectacles qui sont super. Il y a des extraits, je crois, qui sont trouvables sur YouTube. Je vous encourage à vous intéresser à Ouais. justement les sketchs de cet humoriste-là parce que c'est quelqu'un qui me fait extrêmement rire. On l'avait vu aussi, je crois, dans Problemos aussi de Eric Judor où il était Et très surtout, rusty. Enfin, il était très surtout très dans bon. Au Poste de Quentin Dupieux, il a un rôle Dans Au extraordinaire. Poste aussi, oui, c'est vrai, oui, t'as raison, avec le mec avec un œil qui était très drôle aussi. D'ailleurs, il faisait un petit caméo dans Dali aussi. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qu'on voit beaucoup, etc. Et moi, c'est quelqu'un qui me fait extrêmement rire. Du coup, je vous encourage à vous intéresser aussi à sa carrière. Et moi, j'ai envie de donner un autre petit coup de cœur, c'est à l'actrice Noémie Lvovsky qui joue la propriétaire du magasin Jouet. Oui, Toujours forcément, oui. épatante, toujours pétillante. C'est une actrice qui Et a, super. voilà, et aussi Puis, réalisatrice, mais qui a, et voilà. il y a un caméo qu'on a oublié, dont on n'a même pas parlé en off. C'est le caméo de Messi le chien qui revient à la fin. Parce que figure-toi que c'est le même chien que dans Anatomie d'une chute. C'est incroyable, ça. Pourtant, il n'y a pas de Bah, chute à c'est la fin. fou, hein. Si, bah, du coup, ouais, c'est ça, bah, et d'ailleurs, qui se fait encore empoisonner, du coup, comme dans Anatomie Oh, d'une oh, c'est vrai qu'il ne faut pas faire. Ne faites jamais manger du chocolat à un chien. C'est très important. Le Dans une scène, message pour le est. coup, alors que c'est dans le climax du film, enfin, dans le climax, à chaque fois je dis le film, c'est vraiment un réflexe. Dans le climax de la série, justement, c'est un truc qui se veut très en montée, etc. Mais dans une scène que je trouve hilarante, en diaporama, là, comme ça, avec justement, tu vois qu'en plus, Ken Kojandi, il s'amuse à faire des gueules de con et à faire des trucs à la con comme ça, dans plein des scènes, que ce soit la scène où il fait le gueux, la scène où justement il fait le mec avec le chocolat, etc. Ou alors la scène
avec Baptiste où il fait le monstre, etc. Moi, je trouve que justement, il s'amuse, etc. Tu le vois dans la série et tu le vois qu'il s'amuse avec son image et tout. Et moi, c'est une scène qui me fait mourir de rire pour le coup, vraiment. Enfin, voilà, j'ai envie qu'on conclue sur un truc. Voilà, parce que c'est très très important. Vois-tu, alors plusieurs questions hein, d'ailleurs. Souhaites-tu, vois-tu, et si oui, sous quel format, une suite à Bref 2? Voilà, parce que on en a parlé un peu en off, et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée vu le succès actuel de la série et vu une certaine ouverture finale quand même. Bah, c'est ce dont on parlait. D'ailleurs, on en parlait avec Théo, qui est pas là, qui disait que lui, pour lui, l'arc était fini, etc. Faudrait pas le faire. D'ailleurs, j'ai lu hier une interview de quelques gens dit qui disait que bah, Disney Plus ne leur avait pas ordonné de faire une troisième saison, mais que lui et Navo, du coup, parce qu'ils sont à deux à écrire, pourraient le faire que ce soit demain ou dans 10 ans. Donc voilà. Ouais, Donc ouais. pour moi, ce serait intéressant de le faire dans 10 ans, dans la cinquantaine, etc. Je sais pas si j'en voudrais vraiment, mais en même temps, je voulais pas vraiment d'une saison 2 de Bref, donc je me remets un peu en question. C'est ça. Mais ça, ouais, c'est ça. Mais ça pourrait être intéressant. Moi, ça serait Ouais. quelque chose qui pourrait m'intéresser et qui pourrait montrer une évolution du personnage, peut-être avec son enfant, tu vois, Ah, il y a de changer quoi les faire. points de vue, peut-être aussi faire un épisode par point de vue. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et justement, moi, j'aimerais ouvrir sur quelque chose d'autre. J'espère que tu rattraperas d'ailleurs après avoir vu Bref et tout, parce qu'en plus, ça se regarde assez vite. Euh, je vois pas de suite à bloquer. Moi, je trouve que c'est un truc qui est assez restreint, donc je vois pas trop comment on pourrait faire une suite à bloquer. Par contre, Serge Le Mito, je me Mhm. dis qu'il y a quelque chose à faire avec Serge Le Mito, en fait, à illustrer les mensonges, etc. Parce que toi, t'as pas vu hein, Serge Le Mito, mais il y a des trucs avec Jay-Z, avec le fait qu'il ait travaillé pour les Chinois à faire des compétitions champion mondial de Docteur Maboul, hein, Serge Le Mito. Là, Voilà. il a fait un site de rencontre pour Papou. Hein. On apprend ça dans Ah Bref oui, 2. c'est vrai. Oui, aussi, c'est vrai il en parle là, etc. Mais Serge Le Mito, compte tenu, je vais pas spoiler parce qu'en plus même toi, je pense que c'est dommage vraiment de d'avoir la fin de Serge Le Mito. Mais d'ailleurs, dans Serge Le Mito, il y a un moment donné où ce qui est assez drôle, c'est qu'il croise le personnage de Ken Kojandi qui est en couple avec Marla justement parce que Ouais, c'est ça, je entre l'avais vu. Bref et Bref 2 Ça, je l'avais et vu, ouais. justement il en parle donc ah du coup ça tu l'avais vu et en plus il dit ah salut Charles comment tu vas et donc c'était le nom justement de dans Bref j'ai un meilleur pote de Jonathan Cohen dans la série Bref et justement tu vois qu'il y a un truc à construire tu vois qu'il y a un truc justement sur Serge Le Mito qui est un personnage qui ment pour échapper à la réalité pour échapper à ce qu'il est vraiment à savoir un mec un peu sûr de lui, etc. Enfin, il y a une vraie tristesse en fait dans ce qui se crée en fait dans le personnage. Et effectivement, c'est une fin qui est un peu triste en fait, la fin de Serge Mito sans la spoiler. Donc, je laisse les gens qui l'ont vu ou qui n'ont pas vu la découvrir, etc. Mais moi, je me dis, il y a quelque chose à construire avec ce personnage-là, il y a quelque chose à faire. Et Mm. ce serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Donc, peut-être entre Bref 2 et Bref 3, parce que moi, je pense que Bref 3 arrivera un jour, que ce soit dans 5 ou 10 Mm. ans, etc. Mais ce serait intéressant. Mais pourquoi pas entre Bref 2 et Bref 3, un Serge Le Mito 2, moi je trouve que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Ouais, puis alors, pour finir là-dessus, une suite à Bref 2, donc un Bref 3, ouais, mais alors, ça serait intéressant de varier à nouveau les formats. Et du coup, Bien sûr, j'avais imaginé un film, voilà, un long métrage, un film, Bref bref, 3. ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, Disney Plus le sortirait sur sa plateforme, donc ça serait pas Mais très différent c'est quelque chose que de... ces mecs-là, cette bande de potes s'imaginent faire aussi, parce que je crois que, oh, je sais pas si ça avance, mais on a eu les bruits de couloir d'un Marc le film, donc spin-off de La Flamme et le Flambeau, du coup, qui pourrait arriver. J'ai du mal à voir ce que ça donnerait pour le coup au cinéma, tu vois, un La Flamme au cinéma avec Marc. Surtout que j'aime bien La Flamme et le Flambeau, mais ça m'intéressera toujours moins que Serge de Mito. Mais ouais, c'est des gens qui veulent expérimenter avec leur format et leur truc. Et rien que pour ça, je le salue parce que je trouve que c'est un exercice très intéressant. Et ça sera toujours plus intéressant, excusez-moi pour la pique finale, que un Kaamelott le film qui est très nombriliste et qui, pour moi, ne fait pas grand-chose avec son format cinéma, quoi. Ça, c'est quand il y aura Camelot partie 2, enfin non, En Camelot 2 octobre, partie 1, ouais, je sais plus là. Il y a dès deux films. octobre. Ouais, il y en a deux, le film. Alors, à mon avis, tu seras dans les records et tu vas sabrer. Ah, on va se battre. Non, mais bon, après Camelot, c'est très différent. Hein. C'est très, très différent. Oui, C'est pas bien la sûr. même écriture. Alexandre Astier a une écriture, on va dire, plus égocentrique formellement de lui-même, parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très talentueux et Plus il en a, nombriliste, en fait. bah, il en a conscience et il en joue aussi. C'est-à-dire qu'il en joue un peu dans un second degré également. C'est ça. Hein. Il joue le roi Arthur lui-même. Hein.
voilà, ça part de là. Mais ça, c'est un autre débat. C'est marrant parce que du coup, pour le coup, bref, contredit cette idée qu'on pourrait imaginer que Ken Kojandi soit nombriliste. Là, on le voit que non. Après la saison 1 de Bref, on aurait pu se poser la question, mais il se met pas en valeur quand même. Hein. Il se met jamais en valeur, vraiment. Oui, bah oui. Mais bon, pour terminer là-dessus, voyez la saison 2 de Bref. Alors, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, donc forcément, mais en revoyant la saison 1 avant, c'est encore mieux. En plus, ça prend pas longtemps. Hein, Ouais. La saison 1, vous la revoyez. Ouais, ça dure 3 heures à tout casser, quoi. Oui, voilà, 80, ouais, c'est ça va être une heure, ouais, ouais, ça va être ça va être une heure, 2h30 à peu près, 2h40. Si on voit 2 minutes par épisode, il y a 82 épisodes. Oui. Mais ouais, Bref 2, c'est une vraie réussite. Alors, parfois, ça peut paraître très frontal et facile, dans une forme de psychanalyse un peu évidente, mais encore faut-il bien le faire. Voilà. Oui, les problèmes de père, les problèmes de meilleurs amis, les problèmes de frères, les problèmes de couple, ça a été déjà vu et 1000 fois vu dans le cinéma français même. Des fois, d'ailleurs, ça parodie le cinéma français jusqu'au film Mortelle Banalité dedans. Mais c'est bien fait parce que c'est bien rythmé et on peut reprocher, moi je reprocherais juste une chose en fait, parce qu'il n'en avait pas besoin, mais c'est dans la gimmick de Bref, c'est cette surexposition de musique triste sur les moments tristes. Pas besoin. Voilà. Un petit peu de pathos à un moment quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut un peu arriver, ouais, effectivement, sur les fins d'épisode, un petit peu. C'est toujours rythmé musicalement, hein. Bref, donc vous ne pouvez pas avoir du silence à ces moments-là. C'est presque dommage, mais ça fait partie des poncifs qui vont avec aussi, voilà, qui fait que ouais, c'est pour ça que je vois bien Bref en mode cinéma français dans le film un jour, voilà. Mais bon, ça, la réponse sera peut-être dans 5, 10, 15 ans, allez savoir. Voilà. Écoute, on verra ça serait intéressant même d'attendre 15 ans pour voir la fille ado. Hein. Ah, là, il y a de quoi faire. Ah, là, on verra. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses Bref 4. Ça sera Bref 4. Ça, ouais. Bref 4. Le BCU, hein, le Bref Cinematic Universe. Avec Serge Nito et bloqué, tout mélangé. Et la bande pas dessinée. Que La Flamme et le Flambeau seront dans le même univers et qu'il y a Serge le Mito dans La Flamme et le Flambeau. Serge a tout menti. En fait, c'était Marc depuis le début. Imagine. Je sais pas s'il y a d'autres. Et fucking Fred pour ceux qui ont la ref. Hein. Non, mais voilà, il y a de quoi faire en tout cas. Même les multivers, au pire, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, on va conclure, je pense. Mais ouais, c'est quand même un gros morceau pour ce début d'année, hein, faut le dire. Voilà, c'est bien, les séries, parfois. Moi, j'en vois peu, des séries nouvelles. Toi, t'en vois plus. Toi, t'es plus sur Severance en ce moment, je crois. Bah, écoute, franchement, j'en ai rien à foutre. Je sais pas qui l'aura vu, je sais pas. Ça tombe, je ramène Ciné Show, j'en ai plus rien à foutre, mais je veux parler de Severance sur la 7ème illusion. C'est d'une. Non, mais. Parce qu'on est sur une digression là, mais Severance, regardez Severance, quoi. Je veux même pas en dire plus parce que. Voilà, et en plus, faut avoir un abonnement Apple TV, c'est chiant, je suis d'accord. Mais il y a des déjà, il y a des super séries Apple TV, mais Severance, c'est d'une justesse et c'est d'une réalisation qui est complètement folle, quoi, vraiment. Ah, moi, j'ai envie de dire, voilà. Et puis, voyez Twin Peaks aussi. Je sais pas pourquoi ça n'a rien à voir. Ouais, bah écoute. Vu que je suis en plein cycle David Lynch, hein, voilà, qui repose en paix dans son univers à lui. Bref, bref. C'est qu'à le dire. Bref, on a bien aimé. Bref, on a bien aimé. Bref, on a parlé de Bref 2. Et à vous, dans les commentaires, bref, on échange avec vous. C'est important. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette série, même si vous n'avez pas aimé. Hein, vous avez le droit, évidemment, bien évidemment. On ne censure rien, mais restez poli et courtois. C'est très, très. On ne silencie personne. Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. Hein. À très, très bientôt. Et merci de votre fidélité aussi sur la 7ème illusion. Merci. Que ce soit qu'on parle de films, séries, sur notre site internet ou en vidéo ici. Peut-être d'autres projets bientôt. Il va falloir qu'on coupe ça. Là, c'est les vacances, c'est le moment. Allez, le chef, on se bouge. Allez, on va se bouger. On va couper ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, à plus. Au revoir. Ciao, ciao.